à tous. Alors c'est moi qui vais commencer la présentation en vous parlant de la stratégie avec un appareil classique d'imagerie X. Et puis Ingrid vous parlera de l'IRM Linac. Alors, j'ai aucun conflit d'intérêt non plus. Alors c'est le foie essentiellement, mais ça va être, on va dire, globalement les tumeurs mobiles sous-diaphragmatiques. Alors, en pratique, comment ça se passe? Alors, le scanner dosimétrique pour tout le monde. Pour le foie, il est primordial de pouvoir avoir un scanner injecté, si possible en temps portal, pour les CHC ou les cancers du côlon, et puis éventuellement un temps artériel quand ce sont des métastases hépatiques de tumeurs plutôt hypervasculaires comme le rein, par exemple. Des coupes jointives, si possible 1 mm tous les millimètres. Et après, en fonction de votre plateau technique, vous utilisez bien sûr un protocole adapté au cycle respiratoire. Donc à Nantes, nous utilisons la technique gating expiratoire. C'est cette technique que je vais vous exposer cet après-midi. Alors, d'abord la difficulté de la SBRT sous-diaphragmatique, c'est repérer le volume cible. Alors, pour les métastases hépatiques, il n'y a pas de consensus en fait. Globalement, beaucoup disent que le GTV égale le CTV. Point d'interrogation. Pour les CHC, probablement pas. Pour les métastases, en pratique, on va dire que oui. Pour les CHC et pour les métastases, on va utiliser... Alors souvent, les métastases sont assez grosses, donc on va plutôt utiliser le temps portal pour pouvoir bien déterminer le volume rehaussé en périphérie de la cible. Et la technique d'imagerie multimodale est fondamentale pour la stéréo, avec une IRM de fusion réalisée en conditions de traitement. Donc à Nantes, on a des protocoles d'IRM en apnée expiratoire, et on va récupérer essentiellement la séquence T1 avec injection de gadolinium en temps artériel et portal. Éventuellement, pour les métastases, on peut demander une deuxième séquence T2. Le recalage, ça c'est la difficulté. On utilise un recalage rigide sur la zone d'intérêt. Alors, la cible, c'est pas forcément facile, mais sur les zones anatomiques en périphérie de la cible, notamment les structures vasculaires. Alors, quelques exemples rapides de fusion de scanners et d'IRM. Alors, c'est plus facile de ce côté-là. Vous voyez que là, la difficulté, quand vous avez un patient qui ne peut pas être injecté, donc dans le foie, imagerie X, tout est gris. La cible, elle est où? Il faut forcément une IRM. Donc voilà, le même patient, vous avez une IRM en T1 portal et artériel, vous fusionnez et vous arrivez à avoir la cible. La difficulté, c'est le recalage sur l'ensemble du foie. Ça, malheureusement, ça reste un petit peu de l'art médical. Patient contre-indiqué à une IRM, pas d'injection, foie multitraité, récidive en zone radiofréquencée, difficulté. On utilise un TEP avec l'inconvénient, c'est que le TEP, on a la mobilité 3D, et puis l'organe se déforme, et puis la résolution spatiale pour le ciblage de la TEP, ce n'est pas le meilleur examen. La dose. Rapidement, ça a été un petit peu évoqué ce matin. Quand vous faites le tour de la littérature, vous verrez qu'il y a un petit peu à boire et à manger dans les prescriptions. Il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Il faut surtout bien définir l'isodose de prescription. Et bien sûr, les calculs de dose se feront selon la recommandation de l'ICRE 91. Pour les CHC, alors je ne vais pas rentrer dans les doses totales, le nombre de séances. Ce qui a été démontré, c'est que si on prend un alpha-bêta à 10, il faut un DEB supérieur ou égal à 75 Gray. Au-delà, a priori, jusqu'à 100 Gray, au-delà de 100 Gray, on n'a pas forcément de gain thérapeutique. Donc ça peut être intéressant si la cible à traiter est proche d'un organe à risque. On n'a pas besoin de forcer la dose. A l'inverse, les métastases, souvent les adénocas sont plus radiorésistants. Il faut, si possible, avoir un DEB supérieur à 100 Gray. Comment gérer le mouvement? Alors, c'est un peu la thématique d'aujourd'hui. La technique du gating expiratoire, il faut forcément un fiduciaire. Donc, le fiduciaire à Nantes, c'est un coil de 2 cm
avec l'hypothèse, c'est qu'il va être implanté à proximité de la cible, et l'hypothèse, c'est que le marqueur va bouger de la même façon que la cible. Et l'appareil va détecter les mouvements du fiduciaire et pas les mouvements de la cible. Rapidement, le principe du gating expiratoire. L'appareil va déclencher le tir quand le patient arrivera exactement dans la phase d'expiration, qui est la phase la plus lente du mouvement. Ça laisse plus de temps pour déclencher le tir au niveau de la machine. Hop, je vais trop vite, excusez-moi. En pratique, comment ça se passe sous la machine? Donc, on peut utiliser un VCD pour donner la vitesse de respiration et l'amplitude respiratoire au niveau du patient. Ça bouge tous. Et il y a un recalage en début de séance de l'implant entre les deux cercles rouges que vous voyez. Et le tir est déclenché à chaque phase expiratoire. À chaque phase expiratoire, à chaque déclenchement de tir, une imagerie KV est réalisée et les manipulateurs s'assurent que le fiduciaire est bien dans la zone d'intérêt. Alors ça, c'est du manuel. Si jamais l'implant ne se retrouve pas recalé dans les deux cercles rouges, le traitement est interrompu et on redémarre le processus de recalage. Les limites de la technique classique avec un accélérateur, c'est bien sûr, alors les limites sont intriquées, la topographie et le volume tumoral qui vont induire plus ou moins de proximité avec les OR, et puis bien sûr, il faut que le patient puisse respirer régulièrement. Alors, la SBRT classique qui ne pose pas de difficulté, c'est dans les zones grisées. La SBRT plus compliquée, là, vous verrez tout à l'heure, je pense, la place de l'IRM Linac, c'est quand on est dans des zones proches d'OR, et là où on peut se battre avec les radiologues, c'est les zones qui sont plus facilement accessibles à une radiofréquence ou un traitement thermoablatif. Rapidement, on nous a demandé de présenter les protocoles en cours. Alors, j'ai fait un petit peu le tour là. Il y a un essai à venir au RTC, intéressant, qui va tester, en fait, qui veut comparer la radiothérapie monofractionnée à la radiothérapie stéréotaxique fractionnée pour les métastases hépatiques. Et puis, l'essai Transrad qui est ouvert, normalement avec Rennes, on doit collaborer, qui est plutôt un essai de stratégie. Quelle est la place de la radiothérapie stéréotaxique pour les CHC en attente de greffe? Et enfin, qu'est-ce qu'on fait lundi? Vous prenez rendez-vous avec votre direction, puis vous leur dites j'ai besoin d'une IRM Linac, ou alors vous appelez le centre Eugène Marquis, vous allez voir une grille. Vas-y. Merci pour la transition, Emmanuel. Donc moi, je vais vous parler de la gestion des mouvements des tumeurs abdominales à Rennes. À Rennes, on les irradie sur 2 machines. Donc la première, c'est le CyberKnife. Le CyberKnife va réaliser un tracking, mais en fait, c'est un tracking indirect. Il ne va pas traquer directement la cible, il va traquer un fiduciaire qui est posé soit à proximité ou dans la cible, via 2 outils. Le premier, c'est un système d'imagerie KV planaire, donc c'est l'image que vous voyez en dessous. En fait, on va réaliser pendant le traitement des images KV qui vont permettre d'obtenir la position du FIDU tout au long du traitement. Et ça va être associé au système synchronie, donc c'est en fait des petits repères qui sont posés sur le patient, qui vont être captés par des capteurs optiques externes. Ça va permettre d'obtenir un modèle de la respiration du patient. Et l'association de ces 2 systèmes va permettre en fait de construire un modèle mathématique de correspondance qui va permettre en fait de prédire la position du fiduciaire en interne à partir des marqueurs respiratoires externes. Donc là, c'est l'image que vous avez au poste de traitement au CyberKnife. Donc en fait, vous voyez, on voit pas les tissus mous, on voit que les fiduciaires. On essaie de poser au moins 3 fidus. Si on en a plus, c'est mieux, mais 3, ça permet de corriger à la fois les translations et les rotations. Et là, vous avez ce qu'on appelle le rigid body. Ça donne un indice en fait sur la déformation spatiale entre les fidus et ça permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas eu de migration de fiduciaire.
Les limites du cyber, même si c'est une très belle machine, c'est que les FIDU peuvent migrer et surtout, vous voyez, on ne visualise pas directement ni la cible ni les organes à risque. C'est pour ça que maintenant, on essaie de privilégier les traitements des tumeurs abdominales à l'IRM-INAC. L'IRM-INAC, donc, c'est un accélérateur qui est couplé à une IRM. Il y a 2 grands avantages. Le premier, c'est évidemment une GRT de type IRM avec un suivi direct de la cible. Et le deuxième avantage, c'est l'adaptatif, la replanification adaptative quotidienne qui permet d'optimiser à la fois la couverture du CTV et la protection des organes à risque. Ça, c'est une vidéo du traitement au pupitre à l'IRM-INAC sur un carcinome hépatocellulaire. Comment on gère le mouvement à l'IRM-INAC? Grâce à ce qu'on appelle le CMM, c'est l'acronyme de Comprehensive Motion Management, c'est-à-dire le monitoring en temps réel de l'anatomie du patient dans les 3 directions. D'ailleurs, je remercie au passage Julien Bellec et Loïc Duverger pour ces slides. C'est permis grâce à en fait des volumes d'intérêt. Le premier volume, c'est la target en rouge, qui est le CTV, qui est le volume qu'on va irradier. Le deuxième volume d'intérêt en bleu, ce que vous voyez là, c'est la gating envelope. La gating envelope, c'est en fait une marge qu'on met autour de la target. Et ce qu'on veut, c'est que la target ne sorte pas de cette marge. Le troisième volume dont on se sert en vert, c'est ce qu'on appelle l'APM Registration Structure. C'est en fait la structure que le logiciel va suivre pendant le gating. Là, vous avez l'amplitude du mouvement de la cible dans les 3 directions. Au-dessus, vous avez la couverture géométrique du CTV par le PTV. En fait, ça correspond au pourcentage d'overlap en 3D entre la target, donc le CTV, et la gating envelope, qui est le PTV. Et c'est à partir de ça qu'on va définir le gating. En fait, le faisceau est activé tant que la target est dans la gating enveloppe à un seuil qui est supérieur au seuil qu'on a prédéfini, par exemple 95 ou 99%. Et le faisceau va se couper quand la target sort de la gating enveloppe. Et donc, dans cet exemple de CHC, en fait, le faisceau est activé quand la target est dans les phases expiratoires et dans les autres phases du cycle respiratoire, la target sort de la gating enveloppe et ça coupe. Quelle est l'organisation en pratique? Il y a un plan de référence qui est préparé. Le patient vient pour une IRM de simulation. On réalise plusieurs types de séquences, des séquences T2 navigated, mais aussi des séquences T1, donc 3D vein et balance 3D vein. Et on va aussi réaliser des séquences ciné 2D, en fait, sagittal et coronal, donc c'est les séquences que vous voyez en dessous, qui vont nous aider pour le gating. Ensuite, comment on choisit le gating? En fait, on va choisir quelle est la séquence IRM la plus adaptée pour visualiser à la fois le GTV et les organes à risque. Et c'est à partir de ça qu'on déduit la stratégie de gating. Si on voit mieux en T2, on partira sur une stratégie de gating expiratoire. Et par contre, si on voit mieux sur les séquences T1, 3D vein ou balance 3D vein, on partira sur un gating en position moyenne respiratoire. On va ensuite choisir l'APM Registration Structure, donc cette structure qui va nous aider pour le gating à partir des images 2D. Idéalement, on essaie de faire en sorte que ce soit le GTV, mais en fait, il faut que la structure de l'APM soit bien contrastée par rapport au tissu environnant, et donc parfois on est obligé de prendre un surrogate du GTV, et notamment le dôme du foie. Ensuite, on contourne, on va créer le plan de référence en offline qui ne sera jamais utilisé, et on va créer les 3 structures d'intérêt dont on a besoin pour le CMM. Ensuite, une fois que le patient vient à sa séance, au début, c'est le même workflow qu'une cible immobile. Le patient est installé, on fait l'imagerie IRM du jour, on recale les contours de l'IRM de référence vers l'IRM 3D du jour. Et ensuite, donc il y a l'adaptation du plan, la nouvelle dosimétrie, et on lance ce qu'on appelle le template. Donc le template, c'est le carré vert. En fait, là, c'est l'étape où le logiciel il doit recaler les 3 structures d'intérêt de l'IRM 3D vers les imageries 2D, puisque c'est celles-là qui vont permettre de faire le traitement en gating. Ensuite, on doit valider le template, dire au logiciel « oui, tu t'es bien recalé, tu as bien retrouvé », et on lance le traitement avec un gating automatique. L'apport du CMM, il est assez évident pour limiter l'exposition des organes à risque tout en garantissant la meilleure couverture possible. Là, vous avez l'exemple d'une métastase
pancréatique, donc qui est en rouge. Et en fait, il y a 2 PTV qui ont été dessinés. Le PTV en bleu ciel, c'est le PTV avec lequel on a vraiment traité le patient en gating expiratoire. Et en bleu foncé, vous avez le PTV qu'on aurait eu si on avait fait une technique ITV. Et en fait, on voit bien la réduction du volume du PTV qu'on peut avoir. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, il y a une superposition entre les PTV et l'intestin grêle qui était tout proche. Et on n'aurait pas pu passer cette dose de 5 x 8 si on n'avait pas eu le CMM. Un autre exemple, une métastase hépatique assez exophytique du foie gauche. En offline, c'était plutôt à distance de l'estomac, on était plutôt content. Sauf qu'en online, alors, on a l'impression qu'elle n'est pas reliée au foie, mais en fait, le plan de coupe est un peu inférieur, mais c'est bien la même lésion. Et en online, en fait, vous avez l'estomac et le duodénum qui sont très proches, ce qui fait qu'en fait, on a été obligé d'adapter un petit peu la dosimétrie. En offline, on passait globalement les contraintes avec une couverture en 5 x 8 degrés plutôt satisfaisante de l'ordre de 95%. Et en fait, en online, on a dû dégrader la couverture jusqu'à 82%, tout en gardant la dose, mais en dégradant, en regard du duodénum et de l'estomac. Et ça, on s'en serait évidemment pas rendu compte au cyber. Ça, c'est la même lésion au pupitre de traitement. Donc, le logiciel s'est très bien recalé sur cette lésion. Et vous voyez, donc là, c'est le traitement qui se fait en gating expiratoire où le faisceau tire à l'expiration. Un petit mot sur les protocoles. On va ouvrir dans les prochaines semaines le protocole Gabrinox, qui est un protocole de Montpellier. C'est une radiothérapie stéréotaxique de clôture à la dose de 5 x 10 degrés pour les adénocarcinomes pancréatiques localement avancés, dont on sait qu'on n'a pas trop un arsenal thérapeutique très développé. Et qu'est-ce qu'on fait lundi? Donc à Rennes, maintenant, on priorise le traitement à l'IRM-INAC pour toutes les cibles mobiles abdominales, évidemment avec le CMM. Et si vous avez des lésions vraiment complexes qui sont proches d'organes à risque ou pour lesquelles vous n'arrivez pas à poser de FIDU, n'hésitez pas à nous les envoyer.